Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as la forme? Très content de la victoire du Real? Oui, bon, content, disons soulagé d'être qualifié en huitième de finale parce que c'était pas donné d'avance, puisque bon, on affrontait quand même un géant d'Europe, c'est Manchester City, et puis bon, on a eu un Mbappé exceptionnel, un Mbappé comme on a toujours aimé le voir. Ouais. Il était vraiment sous un grand jour. D'accord. On part combien d'années en arrière? Aujourd'hui, c'est jeudi. Bon, on part 61 ans en arrière. On va le 20 février 1964 pour parler d'un événement qui est peu relayé et pourtant qui est essentiel dans l'histoire de notre pays. Et pour une fois, je vais un peu parler du Gabon aussi. C'est-à-dire qu'on va parler du retour au pouvoir du président Léon Mba après le coup d'État qui a eu lieu dans la nuit du 17 au 18 février 1964. Alors, il faut bien comprendre que déjà... Bon, pour recontextualiser les choses, le Gabon était un jeune État indépendant depuis le 17 août 1960. Je vais un peu essayer de survoler parce que c'est quand même un peu long. Et donc, Léon Mba est élu président de la République. Alors, seulement la particularité, c'est que le pays s'est doté le 21 février 1961 d'une nouvelle constitution qui a remplacé celle de 1958. Et donc, dans cette nouvelle constitution, il y a la grande différence avec l'ancienne, de celle de 1958, c'est qu'on passait d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Le problème, c'est que le régime, il n'était pas seulement présidentiel, il était hyper présidentiel. Pourquoi? Parce que le président de la République, dans la constitution du 21 février 1961, avait tous les pouvoirs exécutifs. Il pouvait nommer les ministres aux fonctions et responsabilités que lui-même voulait. Il pouvait dissoudre l'Assemblée nationale ou choisir de prolonger même son propre mandat de 5 ans. Il avait le pouvoir de déclarer l'état d'urgence en cas de besoin. Et même pour déclarer l'état d'urgence, il n'avait même plus besoin de consulter les populations, notamment par référendum. Il faut savoir que la constitution du 21 février 1961 du Gabon était très similaire à celle du Congo-Brazzaville qui avait été adoptée par l'Albert Fulbert Youlou, qui était le premier président de la République du Congo. Il faut savoir que dans les pays d'Afrique francophone, beaucoup suivaient un peu par mimétisme la France. Quand tu regardes même les toutes premières constitutions gabonaises, enfin africaines, elles étaient presque des copier-coller des constitutions de la 4e République, qui était un régime parlementaire. Or, malheureusement en France, et le général de Gaulle va être le premier à le constater, c'est que les régimes parlementaires, c'était des régimes qui nécessitaient un consensus permanent. Il fallait toujours dialoguer pour pouvoir mettre en place des majorités qui soient en mesure de pouvoir gouverner. Or, une fois qu'un membre d'une coalition décidait de sortir de cette majorité-là, la majorité s'effondrait, donc il fallait repartir soit des élections, soit il fallait repartir négocier avec les partis pour mettre en place une autre majorité. Donc, grosso modo, et donc quand le général de Gaulle revient au pouvoir et décide de faire adopter une nouvelle constitution, celle de 1958, et ensuite on arrive aux indépendances, que font les chefs d'État qui arrivent? Ils réécrivent encore d'autres nouvelles constitutions dans lesquelles c'est encore une espèce de copier-coller de ce qui se fait en France, puisque là, en France, on est dans la 5e République où on a véritablement on a un régime présidentiel très fort. Donc le président n'a plus seulement un rôle symbolique d'incarner l'unité nationale ou d'incarner, si tu veux, les institutions, mais il exerce véritablement le pouvoir. Et donc, c'est exactement ce qu'a fait le Gabon, sauf que le Gabon et le Congo, la République du Congo à l'époque, avaient à peu près les mêmes constitutions. Et donc, très facilement et très rapidement, des pouvoirs autoritaires vont s'installer. Et donc, c'est l'une des raisons qui explique aussi qu'à partir de 1962-63, dans certains pays du continent africain, notamment les anciennes colonies d'Afrique francophone, on assiste malheureusement à
des coups d'État. Et le Gabon aussi avait cette particularité qui malheureusement va être maintenue par la suite, c'est que l'Assemblée nationale, dans cette constitution de 1961, est totalement dépouillée de tout en réalité. Là. Ce n'est qu'un espèce d'artifice qui coûte énormément d'argent aux contribuables puisque les députés sont grassement payés, mais en réalité, ils ont des pouvoirs extrêmement limités en comparaison avec le pouvoir des pouvoirs énormes dont dispose le président de la République. Et donc ça, évidemment, ça va commencer à causer des frictions entre d'un côté le président Léomba et certains de ses opposants, et notamment celui qui était le plus emblématique, à savoir Jean-Hilaire Obam. Alors Jean-Hilaire Obam, il a la particularité d'être comme Léomba, originaire de la province de l'Estuaire. Ils auraient même des liens de parenté. Certains historiens disent même que ce serait Léomba qui l'aurait emmené en politique. Bref, il faut savoir que il va y avoir un espèce de bicéphalisme donc, entre ces deux personnalités, parce que Léomba a été soutenu d'un côté par les forestiers français qui tenaient un peu la main économique du pays, et de l'autre côté, Jean-Hilaire Obam l'était au contraire par l'Église catholique et une partie de l'administration française. Alors, Jean-Hilaire Obam, lui, était député de l'opposition de l'Union démocratique et sociale gabonaise, député à l'Assemblée nationale, et il avait de grosses, à partir de 1961-62, il va y avoir de grosses divergences, notamment idéologiques, avec Léomba. Alors, donc, pour Jean-Hilaire Obam, il estimait qu'il était nécessaire pour le pays, par exemple, de diminuer la dépendance vis-à-vis de la France et d'accélérer une forme de gabonisation des postes politiques qui étaient encore des postes politiques clés, qui étaient encore à l'époque occupés par les Français après l'indépendance. Cependant, la nouvelle constitution, enfin, par les pouvoirs que lui donnait la nouvelle constitution, Léomba ne va faire de cesse que d'essayer de minimiser au maximum, si tu veux, l'influence ou la capacité d'action de son opposant. Et donc, en espérant, puis bien entendu par la suite, les choses vont se dégrader, parce que ces tensions qui vont d'abord naître d'un point de vue idéologique, puis d'un point de vue, je dirais, des égos, des personnalités très fortes de Jean-Hilaire Obam et de Léomba, va ensuite un peu se diffuser comme ça, un peu parmi les populations. Et donc, on commençait à voir une espèce de bicéphalisme. Donc, vraiment, on voyait une scission dans la société gabonaise. Évidemment, cette scission-là va être exacerbée par la crise politique qui va suivre notamment à partir de 1963, parce qu'il faut savoir que Jean-Hilaire Obam était dans le cabinet issu des indépendances. Il cumulait les fonctions de député et de ministre des Affaires étrangères. Et puis, à partir de là, Léomba, semblerait-il, va avoir l'idée de créer un parti unique pour essayer de mettre un terme, si tu veux, aux tensions qu'il y avait entre les différents partis, parce qu'il estimait que la pluralité politique était, en Afrique, en tout cas, c'était source de conflit. Et donc, Jean-Hilaire Obam, lui, qui était soucieux de maintenir une vie démocratique pluraliste, va s'opposer avec véhémence à ce choix-là. Et donc, il va être expulsé dès début 1963 du gouvernement. Et donc, pour l'empêcher de repartir à l'Assemblée nationale, occuper son poste de député, Léomba va le nommer le 25 février de la même année président de la Cour suprême. Et donc, la Constitution, justement, faisait que le poste de président de la Cour suprême était incompatible avec celui de député. Donc, de facto, il pensait et c'est vrai, de facto, en le nommant président de l'Assemblée, président de la Cour suprême, il ne pouvait plus donc occuper son poste de député. Et Jean-Hilaire Obam, qui n'est pas quand même idiot, va très vite fleurer le piège que lui tendait Léomba. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en termes de pouvoir dans le pouvoir judiciaire était inféodé au pouvoir politique. Et donc, à la Cour suprême, il n'y avait absolument rien en termes d'influence. Et donc, lui, il estimait qu'en tant que député, il aurait plus d'impact, notamment dans sa lutte politique, par rapport à président de l'Assemblée, de la Cour suprême. Et donc,
Léomba pensait que, évidemment, ce dernier allait rester à la Cour suprême, étant donné peut-être le prestige, le traitement qui était accordé à cette fonction. Et donc, contre toute attente, Jean-Hilaire Obama va décider de démissionner de son poste de président de la Cour suprême le 10 janvier 1964, ce qui va compliquer encore les choses de Léomba. Et donc, face à cette situation, Léomba avait estimé qu'il n'a d'autre solution que de dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'il va faire le 21 janvier 1964. Donc, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Or, en faisant cela, il déclenche en fait une véritable tempête politique, puisque dans le même temps, évidemment, il va faire modifier certaines dispositions du code électoral, puisqu'en dissolvant l'Assemblée nationale, il faut bien que les gens repartent aux urnes. Et donc, il va dans le même temps décider de modifier le code électoral. On va passer par exemple de 67 districts électoraux à 47, et particulièrement les districts qui vont disparaître, ce sont ceux qui n'étaient pas acquis au président Léomba. Le président Léomba va tenter de disqualifier Jean-Hilaire Obama en annonçant que tous ceux qui avaient occupé des postes, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, étaient exclus de ces élections-là. Et le troisième élément, qui est tout aussi important, qui visait véritablement à disqualifier les partis d'opposition, c'était que chaque candidat pour l'élection présidentielle devait présenter à l'époque l'équivalent de $160 américains. Et sinon, il ne pouvait pas présenter de candidat du tout. Et en plus, sans compter les frais de campagne, qui représentaient en moyenne $7 500 par candidat, chaque parti devait présenter un candidat sur l'ensemble des circonscriptions du pays. Or, tous les partis n'avaient pas la capacité d'être représentés sur l'ensemble du pays. Même Jean-Hilaire Obama, son parti, l'USDG, n'avait pas la capacité, n'était pas encore vraiment représenté dans tous les différents districts électoraux. Et donc, ça, on voyait bien que là, il va y avoir une véritable volonté de Léomba de véritablement exclure Jean-Hilaire Obama et ses partisans du champ politique de la discussion. Et donc, ça, évidemment, ça va encore un peu plus exacerber les tensions politiques, puisque en dissolvant l'Assemblée nationale pour empêcher Jean-Hilaire Obama de briguer un nouveau mandat en tant que député, et en essayant d'empêcher les partis d'opposition en mettant des restrictions financières, en mettant des restrictions administratives à ces partis-là pour les empêcher de participer aux futures élections législatives, il excluait de facto du champ de la politique, donc du champ du débat démocratique, ces partis d'opposition. Et donc ça, évidemment, ça va commencer à envoyer des troubles qui vont se diffuser rapidement dans la population. Et c'est ainsi que, de manière totalement inattendue, dans la nuit du 17 au 18 février 1964, environ 150 gendarmes militaires et policiers gabonais, qui étaient dirigés par les lieutenants Jacques Mombo et Valère Essonne, vont prendre la présidence de la République. Donc à l'époque, il faut savoir que le coup d'État qui s'était passé dans la nuit du 17 au 18 février 1964 était similaire à celui du 30 août. Il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de manifestation. Et donc le fait que, en quelque sorte, ce coup d'État-là se fasse sans heurts, sans victimes, les militaires vont prendre ça comme étant un acquis. Et donc, très vite, ces militaires-là vont se rendre compte que eux, ils n'étaient pas en fait, en réalité, de leur point de vue, il fallait arrêter la crise politique. Et pour eux, c'était Léomba qui était, si tu veux, l'épicentre même de cette crise politique-là. Et donc, il fallait le neutraliser pour ramener un peu plus de sérénité et rebattre les cartes du jeu démocratique dans le pays. Donc, c'est ce qui va faire que, une fois Léomba et son gouvernement neutralisés, ils vont donc appeler Jean-Hilaire Obama d'occuper le poste de président, donc d'assurer l'intérim afin de remettre le pays dans les rails. Sauf que, dans le même temps, il faut savoir que la France va être informée de ce coup d'État-là, par notamment celui qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, Joseph Ongwa. C'est lui qui, avant d'être arrêté, va être en mesure va d'abord informer l'ambassade de France à Libreville, et c'est cette ambassade de France qui va
appelé le cabinet, la cellule africaine de l'Élysée, qui était dirigée par Jacques Foccart. Et la suite, on la connaît. Très vite, la France va donc décider qu'il fallait rétablir le président Léomba pour 2 raisons. Le premier, c'était qu'il fallait arrêter ces espèces de multiplication des coups d'État qui avaient eu lieu quelques mois auparavant. En 1964, l'abbé Fulbert Yulou avait été déposé au Congo. 1 an plus tôt, le président Sylvanus Olympio au Togo avait été déposé. Et donc, il faut aussi savoir, je crois qu'au Bénin aussi, il y avait eu un coup d'État. Donc, tout ça avait fait que, voilà, pour les autorités françaises qui avaient encore, qui considéraient l'Afrique francophone comme étant leur sphère d'influence, il fallait arrêter la CENI. Et donc, très rapidement, un contingent de militaires va être envoyé à Libreville le 19 février. Et dans la nuit du 19 au 20, ils vont reprendre possession de la capitale. Ils vont s'attaquer au camp Baraka où étaient basés la plupart des putschistes. Et donc, à l'issue de combats sanglants, l'armée française va reprendre le contrôle de Libreville. Le président Léomba, lui, avait été exfiltré de Libreville par les putschistes et il avait été envoyé à Lambaréné. Il sera ramené plus tard sur Libreville et son gouvernement sera restauré dans ses fonctions. Malheureusement, cet épisode-là va encore, du point de vue des observateurs, compliquer les choses puisque ça va mettre le président Léomba dans une position où il va totalement être un peu déconnecté de la réalité dans la mesure où il va être... il voit du danger partout et il va être renfermé sur lui-même. Et malheureusement, dans la même foulée, il va devenir parano. Il était un peu parano et donc ajouter à cela son état de santé qui s'est dégradé puisqu'il décédera quelques années plus tard, en novembre 1967 à Paris. Voilà. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.